Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'impact environnemental de l'infrastructure de l'intelligence artificielle, cette fameuse IA, bénédiction ou fléau environnemental. L'impact environnemental de l'IA, c'est quoi? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est virtuel, c'est dématérialisé, c'est autonome, c'est automatique, c'est petit parce que ça peut tenir dans la poche avec un appareil de téléphone? Nous allons nous balader dans cette infrastructure, comprendre l'ensemble du système. Tout au long de ces vidéos, nous allons répondre aux questions suivantes. Qu'entend-on par impact de l'IA? Comment comparer les impacts d'une activité avec ou sans IA? Est-ce un outil pour sauver la planète? Quels seraient les vrais risques de la tendance actuelle? Et pour finir, que pourrait-on faire? Nous allons commencer par un exemple suisse intéressant dans le numérique qui n'est pas exclusivement de l'IA. C'est celui d'Infomaniac, qui travaille beaucoup sur les questions d'écologie. Et oui, le numérique, ça augmente chaque année en termes de consommation, de stockage de données, etc. Ça constitue donc un impact important et en forte croissance. L'approche d'Infomaniac est intéressante parce qu'ils sont très transparents. Ils présentent différentes catégories d'impact d'émissions CO2. On parle donc ici de changement climatique. On voit l'achat, la fabrication des serveurs, les déplacements domicile-travail, la consommation d'électricité, le chauffage, la restauration et les boissons des employés, les déplacements et les nuitées professionnelles, les déchets et le recyclage, la compensation, des frontières de système pour leur analyse large et plutôt complète. Ce qui est intéressant, c'est ce chiffre de 76,8% qu'ils mentionnent. C'est la part de l'impact des serveurs et du matériel électronique dans leur bilan. Aujourd'hui, on est bien là. On ne peut uniquement améliorer que ce qu'on mesure rigoureusement, affirme-t-il. C'est bien vrai, parce que réduire quelque chose dont on ne sait pas quel est son impact, ça n'avance pas à grand-chose. Ce qui pollue le plus chez Infomaniac, c'est l'achat de nouveaux serveurs, et on va explorer ça avec l'IA. Pour qu'un serveur soit intéressant en termes d'impact, il faut l'exploiter 7 à 10 ans. C'est long pour du matériel informatique. Donc la première question à se poser, c'est quelle infrastructure? Et oui, pour parler d'impact, il faut d'abord parler de matérialité. Et l'énergie, finalement, ça vient toujours de la matière, d'une façon ou d'une autre. J'ai essayé de dessiner l'infrastructure de l'intelligence artificielle avec son aide. Vous avez un aspect physique qui se trouve toujours en haut de mon schéma. Donc là, on parle de machines et de personnes. Et vous avez un aspect, on va dire, virtuel, mais qui sont plutôt les données. On a une première étape d'acquisition, de préparation des données. On va chercher des données, des sources de données qui vont être transférées sur des réseaux haut débit, sur des serveurs SSD. Derrière chaque serveur, il y a un backup. On voit qu'il y a déjà beaucoup de personnes. Intéressant, parce qu'on se dit l'IA, finalement, c'est que de l'informatique. Non, non, au final, il y a beaucoup de personnes. On va acquérir les données, les nettoyer, les filtrer, les normaliser pour qu'il y ait une cohérence de format. Étiqueter, annoter, tout ce travail se fait par des ingénieurs spécifiques. Puis, il y a le stockage et la gestion des données. Des stockages massifs en base de données distribuées avec switch, routeur, du matériel physique de haute performance sur des serveurs NAS pour amener ces données dans des data centers. Ces data centers sont sous deux formes. Soit des data lakes, qui sont en fait des données brutes dans un grand pot, c'est vraiment le principe de l'IA, ou des data warehouse, des données structurées, système classique de gestion de base de données. On a des ingénieurs et des outils pour assurer la sélection, l'extraction, la transformation, le chargement des données. Ensuite vient l'étape des algorithmes de base. Et oui, sortir les données, c'est une chose, mais ensuite, faut-il les travailler pour arriver à les relier entre elles en un ensemble cohérent. On a des stations de travail multicorps, des gros serveurs. On a des chercheurs qui vont concevoir les algorithmes de traitement des données, structurer des modèles, des mathématiciens, des scientifiques de données. On distingue les algorithmes en 3 grosses catégories. La première, c'est la régression et la classification pour prédire, synthétiser ou catégoriser. Puis, il y a les apprentissages profonds en réseaux de neurones qui sont des IA génératives. Et enfin, les transformers et modèles de langage pour traiter le langage. Ces outils sont entre le physique et le data processing pour générer des modèles algorithmiques qui vont pouvoir traiter toutes ces données. Nous avons également l'infrastructure de calcul. Là, on arrive sur du lourd en termes de matériel. Serveurs distribués façon cloud computing, data center, refroidissement, gestion thermique, grosses unités de calcul, unités de processeurs graphiques et ce qu'ils appellent unités de tension qui sont faits pour l'analyse des données, etc. Le tout dans des grandes armoires en rack.
Ces très grosses infrastructures permettent d'entraîner les modèles, mais aussi des répartiteurs de charges qui vont être là pour l'efficience du système, pour entraîner, automatiser, ajuster, optimiser ces modèles, pour arriver à des résultats qui vont être évalués par des experts de domaine. Puis c'est le déploiement. On a fait un modèle, mais on n'est toujours pas en train de le mettre à disposition. Le déploiement, c'est des API, des interfaces d'application programme. Jusque-là, on se trouvait dans le back-end. Comme on l'a vu, on a déjà 6 grandes étapes de back-end. On arrive maintenant dans le front-end, où on va commencer à parler de l'utilisateur. Ces API sont les portails d'interaction entre le modèle et l'utilisateur. J'ai de nouveau des machines, des pare-feux, de la sécurité réseau, etc. Dans le front-end, on a l'interface utilisateur. On y trouve aussi des serveurs d'hébergement de l'application, puisque c'est une interface. Des ordinateurs de développement de toute cette partie front-end, des modules de gestion de contexte pour maintenir le suivi de la discussion ou de l'échange avec l'IA, pour qu'il y ait une mémoire quelque part, que ce soit personnalisé, qu'il y ait du feedback aussi. Et on a tout un aspect lié à l'ergonomie, la sécurité, des dispositifs de test, etc. Mais avant d'arriver à l'utilisateur, on a la supervision, le monitoring et la sécurité qui viennent un peu en parallèle de l'étape précédente et de la suivante. La sauvegarde de l'historique pour suivre les performances, intervenir en cas de défaillance, corriger, améliorer. Ce sont des serveurs spécialisés de monitoring, des systèmes de détection d'intrusion. On commence donc à être vraiment sur la sécurité parce qu'on commence à sortir du système. Puis on voit enfin l'utilisateur apparaître. On a la collecte des données d'utilisation et de rétroaction. L'utilisateur est déjà là, mais seulement pour entraîner le modèle. Il va avoir une interaction avec l'interface utilisateur qui va générer un feedback pour que le modèle puisse apprendre, repérer comment l'utilisateur fonctionne, comment il pose les questions, qu'est-ce qu'il attend, comment est-ce qu'il redemande des précisions pour le profiler et ensuite être plus efficace lors d'une nouvelle demande. On a donc encore beaucoup de personnes et de hardware pour tout ça. Puis on arrive finalement à notre utilisateur qui est tout content. Mais on a aussi des bêta-testeurs qui vont aussi utiliser une infrastructure spécifique, des serveurs de gestion de session, des serveurs de cache pour accélérer les réponses. Et il y a également une équipe produit qui va faire le lien entre les feedbacks de l'utilisateur et l'équipe technique à l'intérieur du système pour l'améliorer, prioriser, amener des nouvelles fonctionnalités, etc. Quand on fait le déploiement, on va ensuite réentraîner, ce qu'on appelle retraining, pour mettre à jour le modèle. On a des allers-retours entre certaines étapes. La supervision de monitoring se fait dès que j'arrive sur l'interface utilisateur jusqu'à la fin. Et toutes ces étapes ont des équipements spécifiques. Mais elles ont aussi toutes des équipements communs, à savoir des bâtiments, des data centers, qui impliquent la présence d'ordinateurs, mais du refroidissement aussi, des UPS ou des unités pour pallier aux coupures de courant, des générateurs de courant ou d'électricité, des climatiseurs, des systèmes de gestion thermique, des systèmes de sécurité physique, des caméras, des systèmes anti-incendie, etc. On a vu que le gros impact du numérique, c'est le matériel. Vous voyez à quel point on a une quantité de matériel qui se trouve partout. Les chiffres d'impact prennent-ils en compte l'intégralité des frontières de ce système ? On peut et on doit toujours se poser cette question.